Bonjour, je suis Clément Dagnès. Vous venez de rejoindre l'État-Major, le podcast de l'Express consacré à la défense. La menace russe est plus forte que jamais. Dans quelques années, grâce à son économie de guerre, l'armée de Poutine, à la pointe sur certaines technologies, comme celle des drones, pourrait bien tester les défenses européennes. Pour ne pas être dépassés, les Occidentaux disposent d'une grande structure dédiée au sein de l'OTAN, le Commandement suprême allié pour la transformation, ACT, basé à Norfolk, aux États-Unis. Son chef est un Français, l'amiral Pierre Vandier, auparavant chef d'état-major de la marine française. Dans cet épisode, il explique les moyens dont disposent les alliés de l'Alliance Atlantique pour anticiper des défis militaires de demain. Vous allez l'entendre, cet épisode, comme le précédent, sonne différemment de ceux que vous avez peut-être écoutés. Il a en effet été enregistré en public, mi-mars, à l'occasion d'un grand rendez-vous géopolitique, le Paris Defense and Strategy Forum, dont l'Express était partenaire. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour Amiral Vandier. Bonjour Clément. Je vais vous présenter rapidement pour cet épisode du podcast l'État-Major qui va concerner les grandes transformations de l'OTAN et le rôle d'ACT. Alors, vous avez été nommé à ce poste de SACTI, de commandant suprême allié transformation, le 20 juin 2024 par le Conseil de l'Atlantique Nord. Et c'est un des deux grands pôles de commandement de l'Alliance militaire transatlantique, l'OTAN, je le rappelle. Un rapide rappel de votre riche parcours. Vous êtes entré à l'école navale en 1987. Vous avez suivi la filière aviateur avec de multiples opérations extérieures au Golfe en 1991, puis en Bosnie, au Kosovo, en Afghanistan. Je passe vite à un de vos grands commandements qui était celui du porte-avions Charles de Gaulle de 2013 à 2015 avec des opérations en Irak. Puis vous avez été le chef d'état-major de la marine et avant votre poste actuel, vous avez été le numéro 2 des armées françaises au poste de major général. Alors votre mission actuelle, elle est assez méconnue du grand public français. Vous êtes le chef d'orchestre de tous les investissements d'avenir de l'OTAN. Mais le mieux peut-être, c'est que vous présentiez vous-même la mission du commandement de transformation de l'OTAN et cette structure particulière. Alors, ACT, en fait, c'est une structure, il y a à peu près 1000 personnes de 32 pays qui travaillent toute la journée à définir le futur des armées de l'OTAN. Les armées de l'OTAN, c'est les armées des 32 nations. Donc, l'objectif d'ACT, c'est en fait de faire que ces 32 armées puissent travailler comme une seule. Elles sont très diverses. On a l'armée américaine, l'armée canadienne, l'armée française, l'armée anglaise, et puis des plus petits pays, les nouveaux arrivants, les pays baltes, la Finlande qui est rentrée il n'y a pas longtemps. Et donc, en fait, ce commandement fait un travail qui va de la prospective stratégique, de la construction des forces de demain, donc dans des exercices assez prospectifs. On regarde ce que sera le combat futur en 2035-2040, et puis on se rapproche du présent. On délivre des concepts qui font que les opérations puissent se dérouler suivant ces concepts. Et puis ensuite, on a des projets plus court terme où on développe des capacités immédiates, comme on a pu le faire récemment avec la task force de drones en Baltique, donc qui est actuellement en expérimentation, ou par exemple l'expérimentation des capteurs acoustiques de détection des drones qu'on a expérimenté ces derniers mois, et donc on a délivré à l'OTAN le mode d'emploi de ces capteurs. Comment s'articule ce commandement de transformation avec le quartier général à Bruxelles, le quartier général politique, et le commandement opérationnel de l'OTAN, le SHAPE, qui est basé également en Belgique, à Mons? Alors, d'une manière assez simple, le rôle d'ACO, donc le commandement pour les opérations, c'est Fight Tonight. Donc eux, ils font des plans, ils s'occupent du readiness, de la préparation des forces, et ils conduisent des exercices. Nous, on leur fournit la structure. Fight Tonight, c'est-à-dire être prêt à se battre le jour même, voilà. Ce soir. Voilà. Et donc c'est tout leur effort, depuis notamment l'Ukraine. Donc ils ont refait leur plan, et ils s'entraînent à mettre en œuvre leur plan. Et donc on leur fournit, nous, les structures d'entraînement. Avec trois centres, un centre de retour d'expérience et deux centres, un en Norvège qui s'occupe du niveau stratégique et un en Pologne qui s'occupe du niveau opératif. Donc ça, c'est assez haut. Nous, en fait, au contact de leurs besoins, on regarde le Fight Tomorrow et le Fight Next Week. Voilà, c'est un peu ça le jeu. Et donc c'est-à-dire comment on va se battre demain, la semaine prochaine, c'est-à-dire dans les temps à venir. Voilà, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on a une vision souvent très statique de ce qu'est le combat. Or, en fait, pendant 3 ans, on a vu, les Russes ont été à l'école du matériel de l'Occident. Les Ukrainiens ont à peu près eu tout ce qu'on pouvait leur donner, et donc les Russes ont appris
à faire face à ces matériels et ils se sont adaptés. Donc si on ne reconstruit pas ou on ne prolonge pas l'avantage technologique et tactique dont on bénéficie, la prochaine guerre, le prochain engagement sera difficile et beaucoup plus meurtrier. Donc restaurer ou construire l'avantage militaire de demain, c'est le rôle d'ACT. Qu'est-ce qui a changé justement au cours de ces 3 dernières années? Parce qu'avec évidemment une guerre comme celle qu'il y a en Ukraine, avec des matériels autant côté ukrainien, il y a une nécessité de revoir la façon dont on fonctionne au sein d'ACT, avec ACO évidemment. Ce qu'on a vu, c'est l'extraordinaire rapidité du changement de contexte au cours de 3 ans. On a vu à peu près plein de phases, un peu comme un film, plein de phases d'une guerre pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous vous souvenez, quand les colonnes de chars arrivent au nord de Kiev, c'est la bataille du missile anti-char, le NLAW. Donc ça a été, on a vu des Ukrainiens avec des missiles sur le dos en train d'arrêter les colonnes de chars. Et puis après, on a eu le drone, un peu l'équivalent du Reaper, le TB2 Bakhtiar fait par les Turcs. Et donc il y a eu pendant 2 mois, on a vu ces drones faire des missions absolument extraordinaires pour continuer à repousser les Russes. Et puis après, on a vu les choses se stabiliser et on a vu ce qu'est un front complexe avec des batteries solaires, la difficulté d'employer les avions, le brouillage électronique et puis le retour finalement à un peu la Seconde Guerre ou la Première Guerre mondiale, l'artillerie, les tranchées, les assauts, l'infanterie, des choses qu'on pensait aussi assez révolues. Voilà. Et donc on voit que les armements, les tactiques correspondent à chaque phase. Et aujourd'hui, donc c'est cette extraordinaire adaptabilité qui est importante. On voit que ce ne sont pas les mêmes armes qui ont été employées, pas les mêmes tactiques. Et on a vu sur un front stabilisé se développer toujours une innovation technologique continue. On a vu arriver les drones, et si vous voulez, dans les drones, on a en fait le logiciel. Et le logiciel du drone, lui, il vit quelques semaines. Si on le modernise pas, on l'adapte pas, en fait, le taux de succès des drones tombe à moins de 10%. Voilà. Et donc c'est cette capacité à sans cesse adapter l'outil des 2 côtés qui est essentielle. Et donc j'en reviens à ACT, c'est-à-dire que si vous n'adaptez pas, vous êtes sûr de perdre. Vous êtes sûr de perdre. Donc le gros enjeu pour toutes les armées européennes aujourd'hui, et y compris l'armée américaine, c'est de s'adapter à la vitesse nécessaire pour toujours avoir cet avantage. Pour comprendre le très grand nombre de tâches qui reviennent à un SACTI, est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont vos journées types? Et d'ailleurs, sur quel point vous pouvez apporter votre patte personnelle de chef? Alors, il y a d'abord un gros tiers du temps qu'on passe en voyage, puisque l'OTAN, c'est l'Europe. Et donc, on passe beaucoup de temps à aller rencontrer les capitales, les chaudes, donc les chefs d'état-major des armées européennes, leurs univers politiques, la prospective, les think tanks, et puis à discuter sur la construction capacitaire. Là, actuellement, le gros travail d'ACT, c'est le déploiement de ce qu'on appelle le NATO Defense Planning Process, c'est la loi de programmation militaire de l'OTAN, qui va être approuvée par les 32 pays en mai. Donc toutes les cibles capacitaires qui correspondent au plan de SACEUR, d'ACO, vont être approuvées en mai. Là, on est à peu près à 80% du résultat. Et donc, chacune des capitales va dire « voilà ce que je m'engage à délivrer ». Voilà, donc ça, c'est une grosse partie du travail. Après ça, aux États-Unis, on bénéficie de l'extraordinaire avantage de la proximité avec les États-Unis, où en fait, on va dire 2 énormes avantages. C'est le contact avec tout le monde de la réflexion de défense, les think tanks, les outils aussi. Les Américains sont très férus et très bons dans le wargaming, une discipline qu'on connaît moins en Europe, où du coup, on peut avoir une prospective qui est très objective, qui est objectivée par les grandes tendances qu'on décèle dans le wargaming. Donc on passe pas mal de temps avec ça. On a également des outils de simulation qui nous permettent, dans cet univers on va dire du moyen-long terme, d'avoir des repères assez clairs. Ce ne sont pas des repères idéologiques ou prospectifs purs, mais qui sont finalement les tendances qu'on voit réapparaître à chaque fois qu'on fait des wargames. Et puis, sinon, le deuxième gros travail qu'on fait à Norfolk, c'est le développement capacitaire. C'est-à-dire qu'on a des équipes, on a à peu près 500 personnes qui s'occupent des programmes de l'OTAN ou de l'orientation capacitaire des pays de l'OTAN. Donc, les programmes de l'OTAN, c'est des capacités communes. Donc vous avez un certain nombre de programmes, de systèmes de commandement qui sont actuellement développés par l'OTAN. On est en train de refaire celui du commandement nucléaire. On va refaire celui du commandement des opérations aériennes. On a le futur de l'AWACS, ce genre de choses. Et puis on a ensuite de l'incitation vers les pays qui n'ont pas d'industrie de défense ou qui n'ont pas de DGA.
à qui on donne un certain nombre de guidance, d'orientation, pour leur permettre de structurer leur outil de défense conformément au plan de l'OTAN. Voilà. Et puis le dernier point, c'est qu'on est responsable de ce qu'on appelle Education and Training. Donc on a une grosse branche qui s'occupe des programmes de formation, parce que on est à Academ, on est dans la Mecque française de la formation militaire. On sait que s'il n'y a pas un outil de formation commune, il n'y a pas de culture commune. L'AWACS, je précise, ce sont les avions radars qui volent dans le ciel avec une portée très large, extrêmement importante pour toutes les opérations aériennes. Voilà, la France a des AWACS. Donc c'est un Boeing avec un radar circulaire sur le dos, sur le toit. Et le futur de cet avion, qui maintenant date des années 70, est en discussion. Et donc ça sera un programme commun de l'OTAN. Ce poste de SACTI, il revient depuis plusieurs mandats à un Français. C'est l'autre grand poste de chef au sein de l'OTAN, de chef militaire. À quel point c'est un atout pour la France d'avoir ce poste à disposition? Alors pour faire un peu d'histoire, donc ACT est l'héritier de SACLANT. SACLANT, c'est le commandement pour l'Atlantique. Et à la chute du mur, en fait, pas mal de questions se sont posées sur faut-il maintenir ce commandement. Et en fait, après le 11 septembre, l'Alliance, sous l'impulsion des Américains, a décidé de transformer SACLANT en commandement de la transformation pour adapter l'OTAN. Parce qu'il y avait le sentiment qu'il fallait passer à autre chose que la guerre froide. Nicolas Sarkozy, président de la République, a décidé le retour de la France dans la structure de commandement intégré et a obtenu, comme cadeau de bienvenue, le poste d'ACT qui a été occupé donc, par des Français depuis 2008. Voilà. C'est un atout dans le sens où la France est une puissance capacitaire. On a développé un outil de défense avec une dimension de souveraineté nationale extrêmement forte qui nous donne une culture d'armement qui est assez forte, qui était même unique en Europe compte tenu de la dissuasion souveraine de la France. Et donc de se retrouver dans ces processus de construction capacitaire commune, c'est d'abord, on profite de l'expérience française. En tant que major général, en tant que chef d'état-major de la marine, j'étais au bureau plan également dans des fonctions précédentes. On a cette culture et donc on l'apporte à l'Alliance. Donc c'est déjà quelque chose de bon pour l'Alliance. Et pour la France, c'est également une façon de bien se synchroniser avec les efforts communs, puisque dans une perspective de défense européenne, c'est bien la synchronisation des efforts avec nos camarades, avec nos voisins, qui est fondamentale. On n'est pas tout seul. Et donc la puissance de l'Europe, ça sera la synchronisation avec les efforts des autres. Justement, en France, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, parle de passer rapidement à un budget beaucoup plus important, un budget militaire. Il a parlé de 80 milliards d'euros par an, peut-être voire plus. La Commission, elle a mis sur la table un plan Réarmer l'Europe de 800 milliards d'euros. Comment investir intelligemment cet argent pour construire une industrie de défense européenne? Alors, compte tenu du sous-investissement considérable des 30 dernières années, l'amiral Rob Bauer, le chef du comité militaire, cite le chiffre de 8,6 trilliards de sous-investissement pendant 30 ans. 8 600 milliards. La somme est astronomique. Donc c'est cet argent qui a été pris sur les budgets des armées à partir des années 90 et transféré sur d'autres budgets dans l'ensemble des pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc on a aujourd'hui une dette capacitaire importante qui se manifeste notamment par des capacités qui sont parfois très étroites, des petits nombres de matériel, des stocks de munitions qui sont insuffisants. Et donc il y a un premier effort qui consiste à redonner de l'épaisseur. Et ça, je crois que tous les pays de l'OTAN, la France comprise, ont un immense appétit de bol d'air en se disant on a besoin d'avoir plus d'épaisseur. Et le ministre français a fait des annonces dans ce sens pour les 3 armées. Le point qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, c'est que la guerre a changé un peu de nature. On l'a vu avec ce que je vous disais sur l'Ukraine. Et donc, il faut aussi investir sur la guerre de demain. La guerre de demain, ce n'est pas uniquement des chars, des avions et des bateaux. C'est de l'espace, c'est du cyber, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de la robotique. Donc, c'est pas que des drones, la robotique. C'est également l'industrie robotisée, c'est aussi la réparation robotisée. Et donc, c'est tout un univers technologique qu'il faut investir. Et donc, comme je le dis à mes camarades de l'OTAN, more of the same will not save us. On ne sera pas sauvé par le fait de faire plus de ce qu'on fait déjà. Il faut faire autre chose aussi. Et notamment dans l'espace, c'est assez fondamental. L'accélération qu'on constate dans l'espace, la militarisation de l'espace, fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas uniquement regarder l'espace comme un service, mais c'est devenu un domaine de combat. On
l'a entendu hier avec le ministre Sébastien Lecornu et son homologue néerlandais. L'Europe n'est pas en guerre avec la Russie, mais elle n'est pas en paix non plus. Est-ce que l'OTAN est suffisamment préparée à cette guerre hybride, telle qu'elle a été nommée par exemple par le ministre des Pays-Bas hier, menée par la Russie aux Européens ? Alors, la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, donc la stratégie de l'OTAN a été écrite et extrêmement claire, c'est deter and defend. Donc, on défend notre zone, mais on a aussi un volet de dissuasion. La dissuasion, c'est quoi ? Ça veut dire que l'agresseur, c'est qu'il va payer très cher le fait d'attaquer. Donc, non seulement on va se défendre, mais en plus, il prend un risque personnel important à attaquer. Et donc aujourd'hui, dans ce deter, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'outils militaires qu'il va falloir renforcer pour dissuader l'agresseur de tenter quelque chose. C'est fondamental en fait. Et donc pour reprendre les propos du ministre français, l'objectif c'est pas d'attaquer la Russie, c'est de la dissuader de nous attaquer. Ce qui est un peu différent. Et donc on est bien dans cette logique-là. Donc c'est vraiment cet effort aujourd'hui, on va dire, de restauration du potentiel offensif à des fins de dissuasion, qui est la mission numéro 1. Vous l'avez un peu esquissé, et c'est intéressant d'avoir votre regard, parce que vous êtes un poste d'observation privilégié. Sur quel segment capacitaire de leur défense les Européens doivent-ils se transformer, justement ? Comme je vous l'ai dit, il y a donc tout ce potentiel offensif. Aujourd'hui, si vous voulez, l'idée selon laquelle on aurait un bouclier très épais, on le voit par exemple dans le domaine de l'artillerie solaire, et suffirait. On se dit, voilà, on va mettre des couches et des couches de défense solaire, ça suffira. La réponse est non. Non, pourquoi ? Parce que finalement, la Russie est à 3000 armes nucléaires, des missiles balistiques qui arrivent à des vitesses qui ne sont pas interceptables. Et donc, on voit bien que le bouclier ne suffit pas. Donc, pour les Européens, c'est, après avoir réépaissi, on va dire, leur socle conventionnel, c'est de disposer de feux dans la profondeur, de disposer d'outils de guerre électronique, c'est de disposer d'armes dronisées, et surtout d'accélérer leur cycle décisionnel. Donc c'est là où l'intelligence artificielle joue un rôle important pour comprendre ce qui se passe à toute vitesse, pouvoir décider plus vite que l'ennemi, et donc de pouvoir entreprendre des opérations dont on est le maître du temps. Il faut être le maître du temps pour pouvoir gagner sa guerre. Si on n'est pas maître du temps, on subit l'agenda du type d'en face. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez préciser à quoi servent les outils de guerre électronique justement en phase opérationnelle ? Si vous voulez, pour commander sur un espace de centaines de milliers de kilomètres carrés, il faut des transmissions. Si les fréquences radio sont brouillées, vous ne transmettez pas d'ordre. Donc que ces ordres viennent par satellite ou viennent par radio, si vous ne pouvez pas commander vos hommes, vous ne pouvez pas commander. Ensuite, il y a beaucoup d'armes qui sont sensibles au GPS. Donc si les signaux GPS sont brouillés, vos armes ne fonctionnent pas bien. Et puis ensuite, vous avez tous ces moyens de détection, les radars, qu'ils soient terrestres ou aériens, qui, s'ils sont brouillés, ne détectent rien. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, et la Russie a une expérience assez remarquable dans ce domaine-là, la capacité à obscurcir le spectre électromagnétique fait que la conduite des opérations, aujourd'hui, est un vrai sujet. Donc, il faut à la fois dénier, on va dire, l'extinction du domaine électromagnétique, et donc, il faut pouvoir manœuvrer dans ce champ. C'est quelque chose qu'on avait un peu perdu de vue. Si vous voulez, quand on est dans des opérations expéditionnaires, comme on a pu être en Afrique ou en Afghanistan, c'était pas du tout le problème. On pouvait quasiment avoir son téléphone portable dans la poche toute la journée, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, il y a des zones dans lesquelles il est impossible de communiquer et de détecter. Voilà. Et donc ça, c'est un travail qu'il faut reprendre. On avait ce qu'il fallait dans les années 80. On l'a laissé tomber pendant les années post-guerre froide. Il faut aujourd'hui reprendre le travail. Vous avez parlé de la nécessité de renforcer le glaive de l'OTAN. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre l'injonction du Pentagone et de son nouveau secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, d'avoir une OTAN plus létale ? Et c'est exactement ça. Et si vous voulez, une OTAN qui n'est pas létale et une OTAN qui n'est pas dissuasive. Donc aujourd'hui, si vous voulez, les Américains font face à, on va dire, une extension du désordre. On a vu au Proche-Orient, on voit la compétition qui se livre aujourd'hui en Asie, dans le Pacifique avec la Chine. Et donc, les Américains ont besoin d'Européens plus forts pour pouvoir justement participer à cette défense globale et pas uniquement, finalement, compter sur les Américains pour résoudre leurs problèmes. Il y a quelque chose un appel, on va dire, à la majorité européenne, qui est finalement quelque chose de nouveau et dont il faut savoir profiter. ACT doit se préparer aux menaces russes des décennies à venir. Alors, si on se projette dans le lointain, ce qui est le rôle d'ACT, quel type de menaces sont envisagées actuellement ? Alors, si vous voulez, dans la vision prospective d'ACT, on ne regarde pas uniquement la Russie, on regarde également la Chine, parce que le développement technologique chinois, aujourd'hui, est extrêmement vigoureux et technologiquement de très haut niveau.
Et donc, il concerne également, par, on va dire, capillarité, le développement russe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure que certaines capacités de savoir-faire soient transmises par les Chinois aux Russes. On a vu quand même qu'ils ont quand même bien soutenu l'effort russe en Ukraine. Et d'une manière ou d'une autre, les Chinois sont déjà présents et manœuvrent de manière assez agressive dans le domaine du cyberespace et dans le domaine de l'espace exo-atmosphérique. Donc, on regarde ce long terme. Et ce long terme, en fait, il est fait principalement, je vous l'ai dit, de menaces spatiales, de menaces cyber, puisque plus on est dépendant du logiciel, plus le logiciel est notre faiblesse, le traitement de la donnée. Il est fait d'électronique et il est fait de robotique. Donc, c'est des couches qui vont s'ajouter à ce qui existe. On n'est pas en train de remplacer le char par des drones, on est en train d'accompagner le char par des drones, l'avion par des drones, le bateau par des drones. Alors, on sait que le sujet est un peu à la mode, mais je pense qu'il mérite une précision de votre part. À quel point l'usage de l'intelligence artificielle va transformer cette façon de faire la guerre dans les décennies à venir? Si vous voulez, tel que c'est présenté en Europe, on a l'impression que l'intelligence artificielle, c'est on appuie sur un bouton, on part en vacances et la guerre va être réglée par des automates. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est d'abord la capacité à traiter en masse des données. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui l'électronique grand public permet de massifier les capteurs. Et l'intelligence humaine et les effectifs des armées ne permettent pas de les traiter au rythme auquel les données sont produites. Vous le voyez dans l'imagerie spatiale. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui arrivent à faire sur la zone de l'Ukraine 6 à 7 revisites par jour. Ça fait des téraoctets d'images. Il n'y a pas d'analyse pour les traiter sans intelligence artificielle. Donc ça, c'est le traitement de la donnée, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on le voit avec les large language models, donc ce que vous avez sur ChatGPT, c'est que avec une bonne base de documentation, finalement, vous allez accélérer le traitement, on va dire, et la production de documents qui vont vous permettre d'orienter la décision. Aujourd'hui, vous pouvez faire sur ChatGPT des PowerPoint, vous mettez votre document Word et vous avez, au résultat, vous avez votre présentation PowerPoint qui sort quasiment de façon automatique. En tout cas, vous avez gagné énormément de temps et donc ce qui vous demandait des jours, va vous demander des heures. Ce qui vous demandait des heures, vous demande des minutes. Et puis la dernière chose, et pour venir sur le point des armes, c'est qu'aujourd'hui, on parle, alors le terme est un peu technique, de edge computing. Ça veut dire qu'en fait, vous allez mettre dans vos systèmes d'armes des logiciels beaucoup plus épais, beaucoup plus intelligents, qui vont permettre à vos systèmes de s'adapter ou de vous proposer des adaptations en temps réel. On prend le domaine de la guerre électronique. Aujourd'hui, si vous voulez, pour rentrer dans un univers compliqué avec un mur électronique, l'intelligence artificielle va permettre à des armes de changer de mode de manière beaucoup plus intelligente, en disant « Ok, je n'entends plus le GPS, je vais passer en inertie, je vais utiliser de l'imagerie. » Voilà. Et donc, on n'est pas vers des armes automatiques, on est vers des armes beaucoup plus adaptables et des systèmes d'armes adaptables. Si vous voulez piloter un essaim de drone, vous n'allez pas mettre un soldat derrière chaque drone. En tout cas, il y a beaucoup d'endroits où c'est compliqué de le faire. Et donc, vous allez utiliser du logiciel d'intelligence artificielle pour piloter des essaims. Oui, est-ce que vous pouvez préciser, pour ceux qui ne connaissent pas ce point, la différence entre le GPS et l'inertie, qui est un outil très important? Le GPS, c'est un signal radio qui vient de l'espace et qui vous donne le temps, et ça vous donne l'heure. Donc, ça permet de synchroniser tous les systèmes qui ont besoin de l'heure et ça vous donne la position très précise, métrique. Et donc aujourd'hui, vous l'avez dans votre poche avec vos systèmes de navigation. Vous avez sur votre téléphone pour aller de A à B. Tout le monde connaît ça. On a aujourd'hui besoin du GPS pour pouvoir. Beaucoup d'armes utilisent ce positionnement pour avancer. L'inertie, en fait, c'est autre chose. C'est en fait un gyroscope qui est dans une boîte et qui, lui, une fois qu'on a initialisé le gyroscope à une position, c'est vous dire, moyennant une dérive, mais à peu près où vous allez. Et ça pendant quelques heures, quelques semaines. Sur les sous-marins nucléaires, par exemple, vous avez des systèmes gyroscopiques qui permettent d'avoir la position d'un sous-marin sous l'eau. Vous ne recevez pas de signal électromagnétique. Voilà, c'est la combinaison des deux qui fait que vous arrivez à avoir, dans tous les cas, une navigation précise. Qu'est-ce qui peut être apporté par ACT pour améliorer le volet civil de la défense et peut-être expliquer à ceux qui nous écoutent ce que ACT apporte déjà sur ces questions? Alors d'abord, il y a beaucoup de civils à ACT. On a, et d'ailleurs, la nouvelle structure de commandement va nous augmenter le nombre de civils. Donc, on a beaucoup d'experts, soit des anciens militaires, soit des civils, des spécialistes. Je suis en train de recruter en ce moment des spécialistes du comportement, des behavior scientists, des gens qui ont été formés en intelligence cognitive.
parce qu'on a beaucoup de sujets qui sont dans ce domaine. Donc on a d'abord beaucoup de civils. Ensuite, l'OTAN est une organisation politico-militaire et donc elle a aujourd'hui un staff international qui est quand même assez important où au-dessus des deux commandes militaires, on a tout un état-major civil qui travaille avec l'industrie, avec le monde des think tanks, avec la jeunesse et donc qui développe la dimension, on va dire, plus politique de l'Alliance. On a, en tant qu'ACT, beaucoup de partenariats. J'ai par exemple un partenariat avec des universités américaines à Washington. On fait des événements et on forme également donc la jeunesse à la connaissance de l'OTAN. Dans quelques semaines, j'ai des jeunes élèves d'université qui vont simuler un conseil de l'Atlantique Nord. Ils vont chacun représenter un pays et donc ils vont comprendre ce que c'est que le consensus dans l'OTAN. On le voit en ce moment, Donald Trump et son administration se montrent sans ménagement vis-à-vis des Ukrainiens et des Européens. C'est une rupture importante avec la présidence de Joe Biden. Est-ce qu'un désengagement américain de l'OTAN est à craindre, selon vous ? Alors, il faut voir ce que sont les déclarations et qui ont été extrêmement limpides. Donc, Pete Hegseth est venu au Conseil de l'Atlantique Nord il y a quelques semaines. Et il a délivré un message extrêmement clair, d'ailleurs vous l'avez repris vous-même, en disant on a besoin de l'OTAN, on a besoin d'une OTAN plus forte, et on a besoin que les Européens investissent dans les capacités militaires au service de l'OTAN. Donc si vous voulez, le message, il est, comme on dit, crystal clear. De la même façon, le futur secrétaire d'État, le futur ambassadeur à l'OTAN vient de faire ses auditions au Congrès. Il a dit tout ce qu'il fallait. Et donc l'engagement des Américains dans l'OTAN, l'importance de cette alliance pour eux, etc. Donc évidemment, il y a aujourd'hui beaucoup de bruit, des déclarations, des tweets qui courent avec des choses horribles. En tout cas, quand on se tient aux déclarations, et le secrétaire général est extrêmement clair, il va rencontrer Donald Trump cette semaine, les choses ne prennent pas cette dimension dramatique que certains se plaisent à propulser dans la sphère médiatique. Oui, pour préciser, pour les tweets, en l'occurrence, c'est Elon Musk qui occupe un rôle important de conseiller aujourd'hui auprès de la présidence, qui a appelé clairement à ce que les États-Unis sortent de l'OTAN. Oui. Je ne commenterai pas les tweets d'Elon Musk. Il y a un sommet important de l'OTAN qui doit se dérouler en juin prochain à La Haye, qui se trouve en plus être le pays d'origine du secrétaire général actuel, Mark Rutte, l'ancien Premier ministre des Pays-Bas. Est-ce qu'à bien des égards, cette année 2025, ça ne va pas être une des années charnières pour l'OTAN, autant d'ailleurs que pour l'Europe? L'OTAN a connu énormément de moments charnières. Quand on refait l'histoire, si vous voulez, il y a eu la nucléarisation de l'OTAN, il y a eu la chute du mur, on a dit « OK, l'OTAN, c'est fini ». On a eu le 11 septembre, l'article 5. On a eu l'Ukraine en se disant « OK, l'OTAN, qu'est-ce qu'elle va faire l'OTAN ?» Alors maintenant, on a Trump. En fait, l'OTAN, je pense, est une organisation antifragile. C'est-à-dire qu'elle se nourrit, elle s'épaissit, des chocs qu'elle rencontre. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre forum de ce niveau-là, mondial, on va dire des pays qui représentent les démocraties, où on peut avoir ce genre de discussion, qu'elle soit politique ou militaire. Vous n'avez pas d'organisation dans le monde qui travaille autant à l'interopérabilité, à l'exercice, à la culture, à l'éducation de ces militaires et de la défense. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est une organisation qui, je pense, est incontournable. Elle est beaucoup critiquée, on se plaît un peu, et d'ailleurs, on voit que nos adversaires sont très très friands de langage anti-OTAN. Que ce soit les Américains, les Chinois sont également très précautionneux d'une non-réplication de cette organisation dans le Pacifique. Parce qu'elle est puissante de fait. Et si vous voulez, la loi du consensus, les 32 qui disent oui, il n'y a rien qui se décide à l'OTAN sans qu'il y ait 32 oui. On n'est pas la majorité de l'Assemblée nationale où il faut 51%. On est 32 oui. Si quelqu'un dit non, on n'avance pas. Or, quand vous voyez tout ce qui a été fait par l'OTAN avec ces 32 oui depuis 30 ans, depuis 75 ans, on peut se dire que c'est une organisation qui fonctionne bien. Amiral Vendier, merci. Merci. Pour suivre l'actualité de la guerre en Ukraine et plus largement les questions de défense, je vous invite à vous abonner sur l'express.fr. N'oubliez pas non plus de suivre l'état-major sur votre application de podcast, que ce soit Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Spotify. Vous pouvez nous y laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros. L'état-major, le podcast Défense de l'Express, c'est un mardi sur 2. Je vous retrouve donc pour un nouvel épisode le 6 mai.